À des milliers de pieds de leur surface, les plissements montagneux de la Perse du Sud-Ouest recèlent de riches gisements renfermant des millions de tonnes de pétrole brut. Au voisinage immédiat du pétrole se trouve une nappe de gaz à haute pression qui fournit la force nécessaire à la montée brute jusqu'à la surface par les tuyaux d'acier dont les trous de sonde ont été chemisés. Sur l'emplacement d'un puits en cours de forage, on aperçoit près du haut des rics les piles nettes et régulières de tiges de forage et à la descente tiges ainsi que des tubes. C'est sur le levage et la table de rotation qui maintient et fait tourner la tige de forage. Cave avant puits ouverte sur les et d'autres plus petites qui contrôlent les éléments fluides provenant du forage et le pétrole lorsque le forage est terminé et la tige enlevée. La phase la plus délicate et aussi la plus dangereuse du forage commence lorsqu'on attaque les derniers mètres du chapeau de gaz et de pétrole, tous deux excessivement inflammables. Afin d'éviter une éruption violente de gaz contre la tige de forage ou dans le cuvelage au cours de l'opération, passe dans le corps de sonde un mortier léger en quantité suffisante pour contrebalancer la pression du gaz ou du pétrole. En avril 51, le cas se produisit à l'installation de forage connue sous le nom de Naft Safid numéro 20 et autour de cet emplacement des pancartes proclamaient « Danger, couche frappée », car on savait déjà que le puits numéro 20 libérerait du gaz à haute pression, environ 190 kg par centimètre carré à la surface. Cependant, au cours des forages vers les précieuses richesses que constituent les magasins naturels, il faut toujours faire la part de l'imprévu. Le chef de sonde parvient assez vite à acquérir une intuition suffisante des phases du travail qu'effectue à plusieurs milliers de mètres sous terre le trépan aux dents d'acier. La plus petite erreur de calcul peut déterminer une catastrophe. Et dans le cas présent, l'homme devait perdre le premier round de sa lutte contre la nature. Pour la première fois au cours de 40 années d'exploitation des champs pétrolifères persans, le feu éclata dans un des puits en cours de forage. Ce ne fut pas un incendie banal. Ce soir-là, tout le pays environnant fut éclairé par la lueur mouvante de ce soleil de minuit. Le bruit des flammes était tel que dans un rayon de 400 mètres autour du brasier, on ne pouvait se faire comprendre. La chaleur de la colonne enflammée elle-même était assez pour chauffer les 2/3 des maisons d'Angleterre. N'ayant aucune expérience de la lutte contre les incendies d'une telle envergure, ceux qui se trouvaient sur place ne pouvaient mettre un terme à ce terrible embrasement. On câbla en Amérique pour demander l'aide de M. Martin Kinley, l'homme le plus expérimenté du monde en matière d'incendie de puits pétroliers. Celui-ci arriva en Perse 80 heures après avoir été prévenu, ayant couvert près de 12 000 km. Utilisant l'abri des collines voisines contre la chaleur intense, des équipes d'ouvriers persans travaillaient nuit et jour à la construction d'un itinéraire de secours, conduisant au lieu du sinistre. La destruction du puits avait provoqué la formation d'une langue horizontale et continue de feu, interdisant tout accès de la partie sud par le chemin existant. Cette formidable tâche fut accomplie en 4 jours. De toute évidence, on allait avoir besoin d'eau, plusieurs millions de litres. Les ressources normales de l'endroit étaient insuffisantes et il fallut faire venir et mettre en place des éléments de pipeline de 13 cm pour amener l'eau de la rivière Karun. Loin de l'incendie, dans les collines régnait une fraîcheur relative. La température était normale et atteignait 43 degrés à l'ombre. Une petite vallée proche du lieu de forage fut tapissée de sacs de sable pour former un réservoir. L'eau y fut amenée de la rivière Karun pour être pompée de nouveau dans des citernes mobiles. À peine arrivé, Martin Kinley annonça son intention d'aller jeter un coup d'œil. Des techniciens anglais et persans transformèrent les tracteurs et les bulldozers. Des abris en tôle ondulée s'érigèrent pour protéger le personnel et un abri mobile spécial tiré par un tracteur fut construit d'après les directives de Kinley. Son toit était de tôle ondulée et de chaque côté descendaient des garnitures d'amiante. Des tuyaux devaient déverser des milliers de litres d'eau sur cet abri, permettant à Kinley d'avancer sous sa protection jusqu'au cœur même du brasier. Entre-temps, des volontaires arrivaient pour participer à la lutte imminente. Ingénieurs, sondeurs, architectes, ingénieurs des mines, géologues, conducteurs de grues et chefs de chantier, tous gens expérimentés. Sans l'habileté et le savoir-faire de ces hommes, il eût été impossible de mettre fin à cet incendie qui aurait brûlé sans interruption pendant plusieurs années. Lorsque tout fut préparé, Kinley ordonna « Mouillez-vous » et cette injonction devait conserver toute sa valeur pendant les jours qui suivirent. Tout le matériel et le personnel devaient être trempés en permanence
car sans eau, un être humain aurait péri en moins de 2 minutes. L'équipe de lutte contre l'incendie commença alors sa progression. Des pompiers protégés par des écrans portatifs dirigeaient sur l'abri de M. Kinley un véritable déluge, tandis qu'eux-mêmes étaient protégés par l'arrosage ininterrompu assuré par la première base. Ainsi, Kinley put arriver très près de la cave avant puits. Pas suffisamment toutefois, car sa progression fut arrêtée par des piles de tiges de forage et de tubes de cuvelage qu'il fallut enlever. Grâce au déversement continu de l'eau sur l'abri assuré par les moniteurs, les équipes de volontaires s'employèrent à enchaîner des paquets de ces tuyaux qui s'étaient courbés sous leur support comme des bougies au soleil. Puis un tracteur les emmena vers l'arrière. On avait décidé de faire sauter le derrick effondré et les débris déchiquetés du dispositif de contrôle qui propageait les flammes autour de la cave avant puits. Maintenant qu'un chemin avait été ouvert, on pouvait décider de l'emplacement exact à donner à la charge d'explosifs. Pour mener à bien cette tâche apparemment irréalisable, on eut de nouveau recours à l'expérience et à l'ingéniosité de Myron Kinley. Celui-ci décida de placer la charge d'explosifs, préalablement enfermée dans des cylindres de 200 litres, à l'intérieur d'une citerne, munie d'un dispositif de refroidissement par eau. Le cylindre étant placé de telle sorte que l'eau et la citerne formant manchon devaient permettre de provoquer l'explosion dans la direction voulue. La citerne de 1800 litres fut soudée à l'extrémité d'un long élément de tuyauterie, lequel à son tour fut attaché à un bulldozer. Tout ce matériel fut rassemblé sous l'abri mobile à quelques 20 mètres de l'incendie. Des volontaires commencent alors à transporter sous l'abri des boîtes de 25 kg d'explosifs à grande puissance. La température ambiante étant de plus de 110 degrés centigrades, il eût suffi qu'un homme trébuche et tombe pour entraîner la mort de plusieurs de ses semblables. Tandis que l'équipe de défense contre l'incendie était éloignée du lieu du sinistre, l'ingénieur en chef plaça lui-même les charges dans le cylindre. Le bulldozer commença alors à pousser la charge se trouvant sur l'extrémité du tuyau vers la cave avant puits et on installa le détonateur pour la mise à feu. La force de l'explosion devait faire sauter le sommet de la tête du puits et libérer plus de 800 mètres de tiges de forage d'acier qui revêt les parois du trou de sonde. Et voici l'explosion. Tel un serpent gigantesque se tordant et s'enroulant dans le ciel, elle offrait une version nouvelle du fameux coup de la corde suspendu dans les airs, cher aux hindous. Le but de l'explosion était atteint. Les obstacles existants autour du puits avaient été éliminés et une seule colonne de feu s'élevait maintenant verticalement dans l'air à une hauteur de plus de 135 mètres. L'approche du puits était désormais possible par le chemin existant à l'origine et tout le matériel d'incendie fut amené derrière les collines sur le nouvel emplacement. Il fallut poser de nouveaux tuyaux et l'on construisit aussi un nouveau réservoir du côté sud. Le 22 mai, on parvint à déverser sur la cave avant puits des milliers de litres d'eau par minute. Kinley avait décidé que la deuxième phase de l'opération comporterait une autre explosion pour souffler la flamme elle-même par la déflagration. Procédant de la sorte, on s'exposait au très grave danger de voir les gaz reprendre feu au contact des débris incandescents existant à proximité. Des millions de litres d'eau furent répandus sur le sol autour de l'emplacement afin de provoquer un abaissement de la température du métal. Entre-temps, on construisit un nouvel abri qui devait contenir la nouvelle bombe destinée à être suspendue dans l'air à 3 mètres environ au-dessus du lieu d'où s'échappait le gaz. On plaça 225 kg de gélinite dans un cylindre. Celui-ci fut attaché à l'avant de l'abri et dirigé vers la flamme sous un déluge d'eau afin d'éviter une explosion prématurée. Lorsqu'on appuya sur le plongeur, la flamme s'éteignit comme celle d'une bougie. Grande difficulté, celle de la chaleur dégagée par l'incendie, était surmontée. Mais on continua pendant quelques jours à déverser de l'eau sur la cave avant puits pour écarter la menace toujours possible d'un retour de flamme.
Les ruines brûlantes pouvaient aisément mettre le feu à cette colonne de 300 mètres de gaz, dense et éminemment inflammable, fusant dans l'air. En premier lieu, il fallut élargir et creuser plus profondément la cave afin d'accéder au cuvelage. On put alors procéder pour la première fois à une inspection complète de l'emplacement. 27 jours s'étaient écoulés depuis l'instant de l'explosion. Alors commença l'opération longue et délicate du bouchage du puits d'où s'échappait le gaz avec une pression formidable. Il fallut couper les 2 séries extérieures de tiges et ceci fut fait en forant une série de trous sur leur périmètre, tandis que l'on maintenait une protection constante contre l'incendie. Le cuvelage enlevé et seul le tuyau principal émergeant du sol, on put alors mettre en place le crochet à tube. C'est à grand-peine que l'on peut lui faire traverser le jet de gaz à forte pression et l'abaisser pour le mettre en place et l'encastrer dans un bloc de ciment. Le crochet à tube est constitué par un collier à bride qui enserre le tuyau et forme base pour la grande soupape Cameron à commande hydraulique. Ces 2 éléments avaient été commandés par télégramme et expédiés en Perse par avion, le premier d'Amérique et la soupape d'Angleterre. Puis ce fut au tour de la soupape Cameron. Il fallut la descendre au moyen d'haussières en acier qui la maintenaient de 4 directions différentes afin d'éviter que les 4 tonnes et demie de métal ne soient soulevées par la pression, telle la balle de ping-pong sur le jet d'eau que l'on voit dans les tirs des feux de forêt. Pourtant, un nouveau danger se présenta. Dès que le métal toucherait le bord du jet gazeux, il provoquerait une déviation de gaz si puissante qu'elle pouvait soulever pierres et rochers et les projeter avec force sur les engins métalliques proches. La moindre étincelle provoquée par une pierre aurait suffi à engloutir au milieu des flammes tous ceux qui travaillaient à cet endroit. Centimètre par centimètre, la vanne fut mise en place pour recevoir le boulon. Dès qu'il fut posé, la vanne fut soulevée au-dessus du jet, ses orifices permettant le passage du gaz. Puis elle fut abaissée et boulonnée à demeure. Enfin, l'instant était venu. Graduellement, la vanne entra en action. D'aigu qu'il était, le ronflement devint un hennissement. Ensuite, un murmure, puis ce fut le silence. Pour la première fois depuis 5 semaines, on put parler et se faire entendre près des débris du puits numéro 20 de Naft Safid.